Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Carthage était réputée pour avoir la plus puissante force navale de la Méditerranée, mais elle a été battue à plate couture par les Romains, qui venèrent d'apprendre à ramer. Les deux camps se sont affrontés lors de 4 batailles navales consécutives, et Carthage n'en a gagné aucune, ce qui a amené les Romains à croire qu'ils avaient déjà remplacé Carthage comme puissance maritime dominante. Mais la mer n'était pas d'accord, et a vite appris aux Romains qu'il fallait rester humble. La 10e année du déclenchement de la première guerre punique, les deux nouveaux consuls décidèrent d'aller en Afrique pour ramener les soldats restants. Cette décision signifiait que les Romains reconnaissaient déjà leur échec militaire en Afrique. Mais en chemin, ils furent interceptés par la marine carthaginoise, ce qui donna lieu à la 4e bataille navale entre les deux camps. Cette fois encore, la victoire revint aux Romains. Il est possible qu'après le déclin de la Grèce, Carthage n'ait plus eu de rivaux en mer. Bien qu'ils manœuvraient très bien leurs navires, ils manquaient d'expérience au combat, ce qui fit qu'ils furent continuellement vaincus par les Romains. Après avoir remporté la 4e bataille navale, les deux consuls romains ramenèrent les soldats rescapés d'Afrique en Sicile. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à être confrontés à une violente tempête, qui allait s'avérer être la véritable épreuve de la mer pour les Romains. Parmi les marins romains, beaucoup venaient des États alliés situés sur la côte et savaient parfaitement comment minimiser les pertes en cas de tempête. Mais les deux consuls, qui ne connaissaient rien à la mer, refusaient totalement d'écouter leurs conseils. Face à la mer déchaînée, les Romains étaient terrifiés au plus haut point. Ils ramaient désespérément vers la côte et exigeaient même que tous les navires accostent en même temps. C'est ainsi que la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de la Méditerranée eut lieu. Sur les 230 navires de guerre romains, seuls 80 revinrent en Sicile. Les autres furent projetés sur la côte ou coulèrent après s'être percutés. La surface de la mer était couverte de cadavres de Romains. Cette catastrophe maritime coûta la vie à 60 000 Romains. Les navires des deux consuls, tant par leur qualité que par la compétence de leurs équipages, surpassaient les autres, ce qui leur permit d'échapper à la catastrophe. Rome avait remporté la victoire navale, mais elle fut vaincue par la fureur de la mer. Lorsque le peuple romain apprit la nouvelle, il fut accablé de chagrin, tandis que les Carthaginois exultèrent de joie, voyant là une occasion idéale d'ouvrir des négociations avec Rome. Ce qui surprit tout le monde, c'est que l'émissaire envoyé par Carthage pour négocier la paix était en fait l'ancien consul romain Régulus, capturé lors des combats en Afrique. Les Carthaginois pensaient qu'avec son aide pour plaider leur cause, leurs chances de succès seraient bien plus élevées. L'objectif de Carthage était que Rome renonce définitivement à la Sicile. Devant le Sénat, Régulus ignora complètement les Carthaginois présents pour le surveiller. Non seulement il ne plaida pas pour la paix, mais il exhorta au contraire le Sénat à poursuivre la guerre contre Carthage jusqu'au bout. En raison de l'échec de l'offensive en Afrique et de la catastrophe maritime sans précédent, le Sénat était initialement démoralisé. Mais après avoir entendu les paroles de Régulus, ils comprirent ce qu'ils devaient faire. S'ils abandonnaient maintenant, tous les sacrifices consentis jusque-là n'auraient plus aucun sens. Après son retour à Carthage, Régulus fut enfermé dans une cage et, tel un ballon de football, il fut piétiné par des éléphants avant d'être finalement torturé à mort. Grâce à leur victoire en Afrique, Carthage regagna confiance. Après que Rome eut subi un naufrage, les Carthaginois pensèrent maîtriser la situation. Ils décidèrent donc de renvoyer prématurément le général Spartiate Xantippe, puis continuèrent à envoyer des troupes en Sicile. Parmi ces renforts se trouvaient aussi plus d'une centaine d'éléphants qui avaient déjà vaincu les légions romaines. Au printemps de l'an 254 avant JC, l'armée romaine se dirigea vers la Sicile, à la fois par la mer et par la terre. L'un des consuls de cette année-là était Cnaeus. 6 ans plus tôt, il avait mené la première flotte romaine au combat. Mais avant même d'engager la bataille, il avait été capturé par Carthage. Ce n'est qu'au moment de l'échange de prisonniers entre les deux pays qu'il put enfin rentrer à Rome. Participaient également à cette expédition les deux anciens consuls qui avaient été victimes d'un naufrage l'année précédente et qui en étaient directement responsables. Si Rome réemploie ces hommes, ce n'était pas pour leur offrir de redorer leur réputation. Ils n'ont pas eu l'occasion de rétablir leur réputation, mais on croit qu'ils tireront des leçons de leurs échecs. Cette fois, lors du débarquement en Sicile, les Romains attaquèrent d'abord Palerme. S'ils prenaient cette ville, les lignes d'approvisionnement des légions romaines deviendraient alors totalement dégagées. Aujourd'hui, Palerme est la capitale de la Sicile, mais à l'époque, elle appartenait au territoire carthaginois. Il fallut près d'1 an aux Romains pour s'emparer de Palerme. À Palerme, il y avait deux factions, l'une pro-romaine, l'autre pro-carthaginoise. Finalement, la faction pro-romaine l'emporta, permettant à l'armée romaine d'entrer dans la ville. Après être entrée, l'armée romaine arrêta 14 000 habitants favorables à Carthage, leur ordonnant de payer une rançon, faute de quoi ils seraient vendus comme esclaves. En conséquence, 13 000 personnes devinrent malheureusement esclaves. L'action de l'armée romaine eut un impact considérable sur les cités-états voisines, si bien qu'avant même l'arrivée des troupes romaines, elles choisirent d'ouvrir leurs portes pour les accueillir. Dès lors, il ne restait presque plus de villes sur l'île de Sicile, encore aux mains des Carthaginois. Ainsi, une année s'écoula de plus. La flotte romaine quitta la Sicile et entama son voyage de retour, avec l'intention de chasser définitivement les Carthaginois de l'île l'année suivante. Mais ils étaient loin d'imaginer qu'ils allaient une fois de plus être victimes d'un naufrage. Nous savons tous que l'éléphant est la créature la plus puissante sur Terre. Alors, que se passerait-il si on le lançait sur un champ de bataille dans l'Antiquité? Il y a plus de 2000 ans, Carthage a justement fait cela. Pendant la première guerre punique, les éléphants de guerre carthaginois ont laissé une empreinte psychologique indélébile sur les soldats romains. Durant l'hiver de l'an 253 avant JC, la flotte romaine
romaine quitta la Sicile et entama son voyage de retour, sans se douter qu'elle allait de nouveau affronter une tempête. Cette fois-ci, le naufrage coûta la perte de 150 navires de guerre, ainsi qu'un nombre incalculable de marins et de soldats. En l'espace de 3 ans, 2 catastrophes maritimes majeures successives privèrent les Romains du courage de reconstruire leur marine. Voyant là une nouvelle opportunité, Carthage envoya de nouveau ses éléphants de guerre en première ligne, dans l'intention de reprendre Palerme, une ville clé de Sicile. Dès que les soldats romains aperçurent les éléphants, ils se rappelèrent la guerre en Afrique, 4 ans plus tôt. Plus de 8000 soldats romains avaient alors été piétinés à mort par les éléphants, et cette fois-ci, leur nombre était monté à 150. Ainsi, face aux éléphants une nouvelle fois, les soldats romains furent incapables d'avancer. Peu importe à quel point les généraux les encourageaient ou réprimandaient, ils restaient cachés dans les tranchées sans sortir. Sur mer, ils redoutèrent les tempêtes. Sur terre, ils craignaient les éléphants. Cette année-là, l'armée romaine était irrémédiablement perdue. Elle subit défaite sur défaite, perdit de vastes territoires et ne s'arrêta qu'aux portes de Palerme. Le consul Metellus prit conscience de la réalité. S'il ne trouvait pas un moyen d'éliminer la peur des éléphants chez ses soldats, non seulement Palerme serait perdue, mais les Romains finiraient tôt ou tard par être complètement chassés de Sicile par les Carthaginois. À l'extérieur des remparts de Palerme se trouvait un fossé. Metellus ordonna à ses soldats de le transformer en un fossé large en haut et étroit en bas, puis fit rentrer la majeure partie de ses troupes à l'intérieur de la ville. Seuls quelques fantassins légers furent laissés à l'extérieur des remparts. Lorsque la troupe d'éléphants carthaginoise s'approcha, les fantassins légers commencèrent à lancer leurs javelots. Une fois tous leurs javelots lancés, ils s'enfuirent rapidement à l'intérieur de la ville. Une fois qu'un éléphant commence à courir, il est très difficile de l'arrêter. De plus, transpercés par les javelots, la douleur intense rendait les éléphants complètement fous, les poussant à foncer droit devant eux. Dans l'épaisse fumée, les éléphants tombaient les uns après les autres dans le fossé de la ville. Comme le fond du fossé était très étroit, les éléphants qui y tombaient ne pouvaient absolument plus bouger. Quant aux éléphants qui, par chance, n'étaient pas tombés dans le fossé, ils étaient eux aussi hors de contrôle et piétinaient sans pitié les soldats alliés qui arrivaient derrière eux. C'est alors que Metellus ouvrit les portes de la ville et l'infanterie lourde romaine commença à affronter l'ennemi. Dans une telle situation, il ne s'agissait plus d'affronter l'ennemi, mais de massacrer des adversaires désorganisés. Les fantassins légers, revenus dans la ville, ne restèrent pas inactifs. Ils lancèrent des javelots depuis les remparts sur les éléphants tombés dans le fossé. Ainsi se déroula le siège de Palerme. Ainsi, lors de la bataille de Palerme, les Romains remportèrent une victoire totale. 150 éléphants de Carthage furent capturés vivants et tous les autres furent tués par les soldats romains. De plus de 20 000 Carthaginois périrent et seuls très peu réussirent à s'enfuir jusqu'à Marsala. Le général carthaginois qui commandait cette bataille fut également condamné à mort à son retour. Après cette bataille, les soldats romains surmontèrent complètement leur peur des éléphants. Lorsque la nouvelle parvint à Rome, le peuple romain retrouva l'espoir en la mer. En 250 AVSJC, les chantiers navals de tous les ports romains reprirent une activité intense. L'année suivante, Rome lança à nouveau des offensives, à la fois par mer et par terre, en direction de la Sicile. À ce moment-là, Carthage ne contrôlait plus que 2 villes portuaires en Sicile, qui pouvaient recevoir un approvisionnement continu en provenance d'Afrique, ce qui explique pourquoi elles n'avaient pas encore été prises. L'armée romaine fut chargée d'attaquer Marsala, 220 navires de guerre étaient chargés d'attaquer par la mer, tandis que Trapani était défendu par un général carthaginois particulièrement rusé. Normalement, il aurait dû affronter les Romains en mer, adossés au port de Trapani. Mais il quitta la baie avant même l'arrivée de la flotte romaine. Lorsque la flotte romaine s'approcha de Trapani, il surgit soudainement à la tête de sa flotte. Derrière la flotte romaine s'étendèrent des falaises abruptes et ininterrompues. À l'origine, la flotte romaine devait encercler la flotte carthaginoise restée dans le port. Mais à présent, la flotte romaine se retrouve encerclée par les Carthaginois. Ceux-ci connaissaient la redoutable efficacité des soldats romains au combat rapproché, c'est pourquoi ils gardaient une certaine distance avec les navires romains, les forçant à se replier vers le large. Quand les navires romains atteignirent des eaux si profondes que les rames ne servaient plus, les Carthaginois commencèrent à resserrer leur encerclement. Grâce à leur maîtrise de la navigation, les Carthaginois remportèrent la victoire lors de cette bataille navale. C'était aussi la première victoire des Carthaginois lors d'une bataille navale entre les deux camps, et plus de 20 000 Romains périrent en mer. Au cours de ces années de guerre, bien que Rome ait remporté plus de victoires, ses pertes dépassèrent de loin celles de Carthage. Tous les 5 ans, Rome procédait à un recensement de la population, et selon les résultats du recensement effectué 2 ans plus tard, en 247 AVNJC, le nombre d'hommes adultes romains avait diminué de 17%. Non seulement la population diminuait, mais la construction continue de navires avait également vidé le trésor public romain. Et c'est justement cette année-là que Carthage envoya sur le champ de bataille de Sicile un général extrêmement talentueux, un jeune homme nommé Hamilcar, qui allait devenir le père d'Hannibal, le futur cauchemar des Romains. D'ailleurs, Hannibal naquit cette même année où son père partit en campagne en Sicile. Le deuxième roi de la Rome antique, Numa, fit construire un temple au 7e siècle AVC-JC, appelé le temple de Janus. Janus était le dieu des portes chez les Romains, et le mot latin pour janvier tire justement son origine de Janus.
Chaque fois que les soldats romains partaient en expédition, ils traversèrent la grande porte du temple. C'est pourquoi Numa a établi une règle. La porte devait être ouverte en guerre et fermée en paix. On raconte que durant les 43 ans où Janus a régné sur Rome, la porte du temple est restée fermée. Mais après la mort de Numa, en 673 AVC JJC, la porte a été rouverte. Et elle est restée ainsi pendant 432 ans, jusqu'en 241 AVC JJC, année où elle a été refermée. L'année 241 AVC JC marque aussi la fin de la première guerre punique. Au cours des 6 dernières années de la première guerre punique, Rome était déjà à bout de force. De longues années de guerre avaient considérablement réduit le nombre d'hommes adultes à Rome, et le trésor public était complètement vide. Carthage, en revanche, était une puissance économique disposant de ressources financières abondantes, et elle menait la guerre principalement avec des mercenaires, ce qui l'exemptait du problème de la diminution de la population. En 247 avec JC, Carthage envoya en Sicile un célèbre général nommé Hamilcar. Ah, il est aussi le père d'Hannibal. C'était à l'origine une occasion pour Carthage de remporter la victoire. Mais quand Hamilcar arriva en Sicile, il se retrouva sans troupes disponibles. Des problèmes sont apparus à Carthage. Carthage avait été fondée par des colons phéniciens, héritant de la tradition commerciale phénicienne. L'Afrique ancienne bénéficiait d'une bonne pluviométrie et possédait de vastes oasis. Les Carthaginois, intelligents, n'avaient donc aucune difficulté à pratiquer l'agriculture. Ainsi, ceux qui détenaient le pouvoir à Carthage se sont divisés en 2 factions, agriculteurs et commerçants. Quand Hamilcar fut envoyé en Sicile, c'était le parti agricole qui dominait, et ils refusèrent d'envoyer beaucoup de troupes sur l'île. Hamilcar, impuissant, dut donc installer son quartier général sur une haute montagne près de Palerme. Du sommet de la montagne, on pouvait embrasser d'un seul regard la ville de Palerme et son port. Ainsi que les Romains attaquent par la mer ou par la terre, Hamilcar pouvait les repérer immédiatement. Dès que les soldats romains partaient attaquer Marsala, Hamilcar ordonnait à ses troupes de descendre de la montagne pour harceler l'armée romaine par l'arrière. De plus, la haute montagne où se trouvait Hamilcar assurait la sécurité de la ligne de ravitaillement de Trapani, si bien que les 2 dernières villes carthaginoises restantes en Sicile étaient imprenables pour l'armée romaine, quoi qu'elle tente. Hamilcar lançait aussi fréquemment des attaques surprises contre les navires marchands des alliés de Rome. Avec très peu de troupes, il parvenait à tenir les Romains en échec. La guerre se déroulait exactement comme Hamilcar l'avait prévu. Mais à sa grande surprise, même après 4 années de ce type de conflit, il n'avait toujours pas vu venir le moment où Rome demanderait la paix. Les Romains finirent eux aussi par comprendre que, pour briser cette impasse, il leur fallait absolument couper la ligne de ravitaillement reliant Carthage à Hamilcar. Mais Carthage savait également que perdre cette ligne de ravitaillement signifierait perdre définitivement la Sicile. C'est pourquoi Carthage s'efforçait à chaque fois de reprendre le contrôle de cette zone maritime. Rome se remit donc à construire des navires. La plupart des anciens navires étaient vétustes, et la construction de nouveaux navires aggrava la situation financière déjà précaire du trésor public. Malgré cela, après 1 an, les 200 nouveaux navires de guerre construits par Rome furent mis à l'eau. Nous sommes en 241 avant JC. Le parti commercial de Carthage a convaincu le parti agricole, et une flotte a été envoyée pour affronter Rome. Cette bataille navale fut d'une intensité exceptionnelle, et Rome l'emporta. Carthage perdit plus de 120 navires de guerre. Quelques-uns seulement purent s'échapper, tandis que les navires romains furent aussi gravement endommagés, au point de ne plus pouvoir poursuivre leur victoire. Après la défaite de Carthage, des messagers furent envoyés à Hamilcar pour lui ordonner de servir d'émissaire et demander l'ouverture de négociations de paix avec Rome. Les conditions de paix conclues étaient: Carthage devait se retirer de Sicile et renoncer à toute revendication sur l'île. Les 2 pays devaient libérer leurs prisonniers sans rançon. Enfin, Carthage s'engageait à verser à Rome une indemnité de 2200 talents, payable sur 10 ans. Quand le peuple romain apprit le contenu de ce traité, il s'y opposa. Cette guerre avait duré 23 ans, durant lesquels les sacrifices de Rome avaient dépassé ceux de Carthage. Et pourtant, on n'avait signé qu'un traité tiède et sans grandes conséquences. Comment pouvait-on ainsi rendre justice aux dizaines de milliers de citoyens romains qui s'étaient sacrifiés? Dans de telles circonstances, le Sénat envoyait une commission d'enquête en Sicile pour examiner la situation. Cependant, le rapport de la commission d'enquête approuva ce traité, se contentant d'augmenter l'indemnité de 2200 talents à 3200 talents. Mais même cette indemnité n'était qu'une goutte d'eau pour Carthage, car rien que l'exploitation de ses fermes lui rapportait déjà 12 000 talents par an. Cependant, la commission d'enquête avait compris que, bien que Carthage ait été vaincue, elle n'avait pas été atteinte dans ses fondements. Si l'on poussait Carthage à bout et qu'elle revenait sur sa décision, Rome n'était pas certaine de pouvoir remporter la victoire en Sicile. Dans ces conditions, il valait mieux fermer les portes du temple de Janus et permettre à Rome de se reposer et reprendre des forces. On dit souvent que tel père, tel fils, et le père d'Hannibal, Hamilcar, était justement un père d'exception. Au cours des 6 dernières années de la première guerre punique, Hamilcar s'est illustré par ses performances remarquables. Mais à cause de la défaite de la marine carthaginoise, il a été contraint de demander la paix à Rome au nom de Carthage, ce qui est resté la honte de sa vie. Il s'est écoulé 23 ans entre la fin de la première guerre punique et le déclenchement de la seconde. Durant ces 23 années, Hamilcar n'est pas resté inactif. Il a juré qu'un jour, il se vengerait de Rome.
En raison de la défaite de Carthage, de nombreux mercenaires se sont retrouvés sans emploi. Ils ont alors réclamé leur solde aux Carthaginois avant de partir chercher un nouveau travail. Mais les Carthaginois n'étaient disposés à payer que la moitié du salaire, car la guerre de cette année-là n'avait duré qu'un trimestre. Les mercenaires, bien sûr, refusèrent de ne recevoir que la moitié de leur solde. Ils se sont rassemblés à plus de 20 000 et ont exigé des Carthaginois le paiement d'une année complète. Les deux parties ont donc entamé des négociations. Au début, les conditions posées par les mercenaires étaient encore raisonnables. Mais l'attitude arrogante des Carthaginois présents aux négociations a exaspéré les mercenaires, qui ont alors formulé des exigences de plus en plus élevées, menant finalement à l'échec des pourparlers. Le nombre de mercenaires rebelles est alors rapidement passé de 20 000 à 50 000. Hamilcar a organisé une armée de 10 000 soldats pour commencer à réprimer la rébellion. Bien que les rebelles soient très nombreux, ils venaient de différentes régions. Certains étaient des Gaulois, d'autres venaient d'Espagne, de Grèce ou d'Afrique, si bien qu'ils n'avaient pas de commandement unifié. Face aux tactiques offensives raffinées d'Hamilcar, il n'était absolument pas de taille. De nombreux rebelles furent rapidement tués au combat ou capturés. Voyant que la bataille était quasiment gagnée, Hamilcar envoya alors un émissaire auprès des rebelles pour négocier. Mais cet émissaire fut atrocement mutilé par les rebelles. Ils lui tranchèrent les membres, lui coupèrent les oreilles et le nez, puis l'enterrèrent vivant. Hamilcar, désormais sans aucune pitié, décida d'exterminer ses hommes jusqu'au dernier. Il utilisa une série de petites escarmouches pour réduire progressivement le nombre d'ennemis, puis les repoussa sur une colline où il les assiégea. Affamés sur la colline, les rebelles, désespérés, commencèrent à massacrer les prisonniers et les esclaves pour tenter une percée. Hamilcar s'adressa alors aux rebelles, leur demandant d'envoyer 10 hommes pour négocier, tout en garantissant leur sécurité. Mais ces 10 hommes furent secrètement exécutés par Hamilcar. Les rebelles crurent que ces 10 hommes les avaient trahis, alors ils reprirent les armes qu'ils avaient jetées, donnant ainsi à Hamilcar un prétexte pour les exterminer. Il fit alors envoyer des éléphants de guerre pour attaquer les rebelles de toutes parts, et au final, aucun d'entre eux ne survécut. On dit que le nombre de morts dépassa 40 000. Bien que la rébellion ait été réprimée, le conflit entre le parti agricole et le parti commercial de Carthage persistait. À ce moment-là, c'est le parti agricole qui avait l'avantage. Hamilcar, qui appartenait au parti commercial, décida alors de partir seul avec ses partisans pour aller conquérir de nouveaux territoires. Le fils aîné de Hamilcar, Hannibal, alors âgé de 9 ans, demanda aussi à accompagner son père. Hamilcar amena Hannibal devant le temple et lui fit jurer devant les dieux de vouer sa vie entière à être l'ennemi de Rome, puis il accepta d'emmener Hannibal avec lui dans sa conquête. Ils traversèrent le détroit de Gibraltar, qui s'appelait alors les colonnes d'Hercule, pour arriver en Espagne. Hamilcar mena ses soldats carthaginois fidèles à l'assaut des populations autochtones d'Espagne, et il intégra les vaincus dans ses propres rangs. Sous la brillante direction tactique de Hamilcar, cette armée ne connut pas la défaite et se développa rapidement, gagnant en puissance. Après l'arrivée des Carthaginois, l'Espagne vit apparaître de nombreuses fermes fertiles, et les chaînes de montagnes sans fin devinrent de riches mines. Plus tard, les Carthaginois envoyèrent même leurs excédents financiers dans leur patrie pour investir dans l'exploitation agricole de Carthage même. La richesse qu'ils créèrent émerveilla les Romains, qui mirent pied sur le sol espagnol des années plus tard. Malheureusement, la 9e année après que Hamilcar se soit installé en Espagne, il trouva la mort lors d'un combat. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.